Bonjour. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué là par ces 3 jours intenses. Je vous remercie d'être là. Il y a pas mal de schémas, c'est pas trop technique, donc je pense que ça devrait bien se passer. Donc, je me présente, je suis Guillaume Arnaud, je travaille chez Voyage SNCF à la direction technique et dans ce cadre-là, ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on voit pas mal d'applications, pas mal d'architectures différentes et c'est vrai qu'on essaye du coup de proposer en termes de messaging en fait des solutions un peu différentes, adaptées justement à différentes situations et de sortir un peu du toujours la même solution ActiveMQ qui était toujours un peu la réponse par défaut pendant longtemps. Donc voilà, bah, on va essayer de partager les différentes réflexions autour de ça. Et autour de trois technos particulières, Kafka, RabbitMQ et NSQ, sachant que c'est pas l'idée, c'est pas de dire que c'est les meilleures solutions pour tout. C'est plutôt qu'elles adressent des patterns très différents d'architecture. Du coup, je trouvais que c'était intéressant de partager ça pour illustrer les différentes solutions de messaging. Donc déjà le MOM, qu'est-ce que c'est? Donc c'est Message Oriented Middleware. Alors il y a plein de termes différents. On peut parler de broker, de serveur de message. J'avoue que j'ai pas moi-même de nom bien défini, mais souvent je parle plutôt de serveur de message. Euh, ce que souvent j'ai constaté, c'est que d'un point de vue dev, en fait, on considère que le messaging, c'est juste un endroit où on push des choses et on les récupère à un autre endroit. Et on se pose rarement les questions de qu'est-ce qui se passe au milieu. Et même, on se pose rarement de ce qui est souvent plus grave, on se pose moins de questions sur comment je publie, comment j'écoute et tout ce qui se passe autour. Et ça sera un peu le leitmotiv là, dans la présentation, c'est dire que bah, tout ce qui est publication, consommation, tout ce qui est client, pour moi, fait aussi partie finalement, il faut le voir comme un ensemble du système distribué qu'il y a derrière, le système de messaging qu'il y a derrière. Et je pense surtout sur les problèmes de performance, par exemple. Souvent, on oublie, enfin, on se dit souvent, je publie, je suis en asynchrone, donc j'ai pas de souci. Et si mon broker tombe, en fait, c'est pas grave parce que de toute façon, c'est en asynchrone. On a déjà eu ce cas-là, et puis au final, on a finalement du load balancing, des machins, et en fait, on fait tomber toute l'application parce qu'on a mal protégé son client de messaging. Donc, je pense que voilà, il faut essayer d'avoir cette culture-là, en fait, de regarder vraiment comment fonctionne votre client de message. Donc, moi, j'ai commencé il y a maintenant assez longtemps, et à l'époque, donc il y a une dizaine d'années, et, la solution de messaging qui faisait un peu foi quand on n'avait pas beaucoup d'argent, c'était ActiveMQ, avec pas mal de problèmes de stabilité. Maintenant, c'est pas mal réglé, mais voilà, et souvent, bah, surtout du JMS quand on est dans le monde Java. Et finalement, ouais, je sais pas, c'est un peu passé inaperçu par rapport à tous les courants NoSQL, si on fait le parallèle avec les bases de données. Ben, finalement, maintenant, on a vraiment énormément de solutions de messaging différents sur tous les langages. Il y a même eu aussi pas mal de protocoles différents au-delà du JMS maintenant. Et bah, ça offre plein de nouvelles possibilités et bah, ce serait dommage de les sous-exploiter. Et surtout, finalement, on n'a jamais fait autant d'architecture événementielle. Donc voilà, donc c'était l'idée, c'est de remettre un peu ça au goût du jour. J'ai récupéré la liste, il y a des sites sympas là pour récupérer la liste de brokers qui existent. Donc moi particulièrement, j'ai décidé de m'adresser enfin de souligner trois solutions, donc RabbitMQ, NSQ, Kafka. On va pas, effectivement, en 3 quarts d'heure, on va pas rentrer dans le détail de toutes ces technos-là. Du coup, on va surtout souligner pour chacune d'elles en fait un pattern particulier, donc le routing pour RabbitMQ, la décentralisation pour NSQ et l'aspect système distribué pour Kafka. Donc RabbitMQ, c'est une technologie qui s'est basée sur AMQP, un protocole qui a un peu eu du mal à émerger. Mais ce qui était intéressant, c'était que autant JMS est une API et c'est intimement lié à Java. Là, l'objectif réellement, c'était de faire un protocole, donc il décrit vraiment au niveau que ce soit au niveau protocole réseau jusqu'au pattern au-dessus. Et du coup, c'est multilangage.
Donc Java, bien sûr, il y a pas mal de Python, du Ruby. Et dans les architectures actuelles, nous, ce qu'on voit à VCT de plus en plus, c'est des architectures un peu hybrides avec du Node.js, du Java qui communiquent ensemble. Et c'est sûr que des solutions qui soient plus liées à un langage, ça devient primordial. J'ai mis Brick Browser ActiveMQ parce que ce que j'ai pu constater, c'est que autant ActiveMQ, effectivement, à un moment donné, faisait un peu on en voyait partout et j'ai l'impression qu'il y a quand même une forte tendance maintenant. Je pense que il y a pas mal d'entre vous, je pense, qui ont déjà soit utilisé ou en tout cas entendu parler de RabbitMQ et commence vraiment, je pense, à peut-être à prendre un peu le relais par rapport à ActiveMQ. Alors, qu'est-ce que c'est ActiveMQ dans les concepts C'est pas très compliqué, ça vient d'un vieux principe dans messaging. Ce qui est important, c'est de découpler la partie producteur de la partie consommateur. Et ça, c'est matérialisé donc selon quelques concepts assez simples sur RabbitMQ et MQP en général. Donc, un producteur, ce qu'il fait, c'est qu'il va produire un message sur une zone logique qu'on appelle un exchange. Quand on va publier un message, on va le faire par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un routing key. Et à ce niveau-là, le producteur, il n'a aucune connaissance de dans quel queue en fait va être consommer le message. Donc il y a un vrai découplage logique entre les deux. Donc de l'autre côté, le consommateur, lui, va déclarer une queue, va s'inscrire donc par rapport à un exchange et va définir une binding key, c'est-à-dire la règle de routage qui va permettre de transférer le message jusqu'à lui. En gros, il va sélectionner les messages qui l'intéressent dans l'exchange. Et ce qui je trouve intéressant du coup, c'est que finalement, ces concepts-là, d'un point de vue de l'architecture logicielle, on peut aussi les intégrer, comme on va voir un peu plus tard, dans la partie logique développement. Alors, alors, les exchanges peuvent être typés, donc il peut y avoir plusieurs types d'exchanges. Le fan-out, donc c'est n'importe quelle queue, on envoie en broadcast sur n'importe quelle queue, du coup tout ce qui est les règles de routing tombe à l'eau dans ce cas-là, mais c'est vraiment du broadcast sur ces exchanges-là. Il y a un mode direct où il faut que la routing key corresponde exactement à la binding key. Et un mode plus utilisé, je pense, c'est le topic, où donc pour une routing key, on peut définir des wildcards au niveau du binding et donc s'intéresser à un sous-ensemble d'événements qui arrivent. Et ce que je trouvais intéressant du coup, c'est que ces concepts-là, effectivement, on peut finalement les modéliser aussi d'un point de vue logiciel. Donc en se disant que par exemple qu'un exchange, on va plutôt le définir autour d'un business domaine. On va voir un exemple après. Les queues, ce serait les services qui consomment en fait les messages. Le routing key, ce serait le type d'événement qui est envoyé. Et le binding key, ce serait l'agrégateur de ces événements-là pour un service donné. J'ai pris un exemple donc, de microservices. Donc là, voilà, l'idée, ce serait par exemple, donc c'était je prends le cas d'un LinkedIn-like, donc où on aurait un premier domaine exchange user, un deuxième qui serait lié plus au CV et un troisième exchange qui serait lié à l'envoi de mail, par exemple. Donc on sépare un peu les fonctionnalités. En général, donc le point d'entrée, si c'était un user a fait une nouvelle action sur son compte, ce qu'on veut en général, c'est donc pouvoir diffuser ça au-delà du service, du premier service aussi, faire sur de l'audit, des choses comme ça. Donc ça va être le premier point d'entrée. Donc on peut imaginer un fan-out, par exemple, au démarrage. Ensuite, on entrerait dans le service Specify User Action qui, lui, va prendre ce message, va le typer et va savoir où est-ce qu'il faut le router. Donc il va détecter, par exemple, que c'est un CV, il va le mettre sur l'exchange CV. Ensuite, au niveau du CV, ce qu'on peut appliquer, du coup, c'est un exchange topic, où là, il va, en fonction des différents services, il peut donc, en imaginant qu'on a un service check employer, il va consommer que le cas où il y a un nouvel employeur défini dans le CV. Par contre, pour les recruteurs, peut-être qu'il sera intéressé pour toutes les modifications du CV. Donc à ce moment-là, il met un wildcard et il a tous les événements de type CV. Et enfin, à la fin, si on veut envoyer un mail, du coup on envoie dans le mailer et
on a un service de worker qu'on pourrait mettre, qui lirait la même queue et qui permettrait de lisser la charge sur la génération de mails, qui souvent prend un peu plus de temps. Voilà, donc c'est un exemple où on peut intégrer finalement les patterns propres du broker dans l'architecture logicielle. Et ça que je trouve ça intéressant, on n'y pense peut-être pas assez d'inclure vraiment cet outil-là dans notre architecture. Et je fais un peu le parallèle finalement, c'est pareil, donc en même temps que JMS, il y a eu tout un mouvement très intéressant par ailleurs sur l'event driving architecture ou sur les ESB, les EAI à un moment donné où c'était très à la mode. Après, mais c'était souvent basé sur des brokers JMS et même souvent finalement c'était presque, on n'en parlait jamais. Enfin, on a un gros ESB et puis ça, on ne s'intéressait pas trop à ces parties-là et finalement on s'aperçoit que finalement c'était peut-être parfois un peu trop gros pour des petits projets ou enfin revenir peut-être aux bases. Et finalement, des outils comme RabbitMQ permettent finalement d'avoir un peu un compromis entre les deux, où on arrive à faire des choses un peu intelligentes avec notre broker, sans qu'on tire trop de dépendance et de formation sur des outils externes. Donc voilà, donc ça c'était RabbitMQ. Donc le deuxième point, donc c'est Kafka. Donc là, on change complètement de paradigme. Kafka, donc ça vient de LinkedIn. Je pense que pareil, je pense qu'on a beaucoup parlé à Devox, donc il y a pas mal de gens déjà qui connaissent bien. L'idée vraiment, chez LinkedIn, c'était d'en faire enfin, quand ils ont construit ça, c'est de faire le point d'entrée principal de tout leur flux et de leur architecture. Et donc ils ont basé ça en fonction de ça. Et comment dire, et le système qu'ils ont développé, donc c'est un système distribué. Et ils ont pris ce qui m'a intéressé, c'est qu'ils ont vraiment pris le contre-pied de tout ce qui se faisait jusqu'ici au niveau des brokers. On va voir comment ils ont fait. Donc vraiment à la toute base en fait de Kafka, l'élément fondateur, c'est la gestion d'un log file tout simplement. C'est dans les brokers de messages de manière générale, la persistance, on fuit la persistance, on fuit le fait stocker des messages indéfiniment. Ça, en général, les brokers, ils n'aiment pas du tout. Donc, quand on veut protéger nos brokers classiques, on essaye vraiment de vider les fils le plus vite possible. On met de l'alerting, de machin, pour vraiment essayer d'éviter d'avoir une dérive en fait, sur les fils de messages. Et alors, finalement, Kafka, eux, ils ont pris le contrepoint de ça en stockant par défaut, enfin c'est dans la structure, de toute façon on commence déjà quand le message arrive par le stocker dans un fichier de log. Donc le fichier log c'est en append only. Alors souvent du coup on se dit bah, c'est sur du fichier, c'est lent, et en fait c'est tout l'inverse, c'est hyper rapide. Et pourquoi bah, parce que tout simplement on écrit dans de l'append only, donc on profite énormément des caches système, on délègue beaucoup de choses au niveau du cache système, donc c'est hyper performant. On ne fait pas du random access sur le fichier. En plus de ça, ils utilisent une technique que tout le monde peut utiliser d'ailleurs en Java, qui est, enfin, dans d'autres technos, mais c'est le zéro copy, c'est-à-dire que si on veut envoyer un fichier sur le réseau, au lieu de passer par le user space et du coup perdre du temps CPU et le renvoyer, ça permet de binder en gros la lecture fichier directement dans la socket à laquelle on veut envoyer. Donc grâce à ça, on atteint des ordres de grandeur vraiment impressionnants. Très rapidement, on peut atteindre plusieurs centaines de milliers de messages par seconde. Alors après, il faut toujours faire attention sur les benchmarks, hein, c'est juste un ordre de grandeur. Mais en tout cas, vraiment, c'est impressionnant en termes de performance. Ce qui peut changer aussi par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est on ne parle plus de taille de fil de message, mais de lag. C'est le lag, en fait. Donc oui, ce que je n'ai peut-être pas expliqué, c'est donc dans ce fichier de log, le consommateur et le publisher gèrent des offsets. Donc ça va être, alors depuis la 0.9 maintenant c'est géré directement dans Kafka et plus dans Zookeeper. Et du coup, le lag, donc ça va être la différence entre l'offset du publisher et des différents consommateurs. Et donc c'est ça qu'il faudra monitorer ensuite en termes d'exploitation. Donc ça, donc pour la performance, c'est génial en fait, ce principe-là, mais il y a encore un truc plus génial, c'est que il y a un autre problème dans les brokers classiques qui sont difficiles,
c'est l'aspect système distribué. Je ne connais pas beaucoup de solutions de brokers de messages qui sont capables de vraiment scaler. Et grâce en fait à ces fichiers de log, Kafka va réussir à le faire parce que souvent, finalement, c'est une problématique de réplication, de garantie d'écriture, etc. Ça passe, quand on regarde un peu tous les papiers théoriques sur Zookeeper, Raft, etc., la base de tout, c'est un fichier de log qu'on est capable de répliquer. C'est beaucoup plus facile de répliquer des fichiers de log que des queues logiques, etc. D'ailleurs, en fait, souvent dans les brokers de messages, enfin, au niveau, je reviens aussi un peu sur l'aspect performance. Ce qui gêne en fait en performance sur les brokers classiques, c'est aussi toute la logique d'acquittement qu'il y a sur les messages. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que finalement, pour qu'un broker sache qu'il faut supprimer un message, eh bien, il y a toute une logique qui est, il faut qu'il mette des timeouts, qu'il trace en fait quels sont les clients, les connexions, etc. Donc il y a toute une logique qui fatalement fait perdre de la latence en fait sur la consommation des messages. Et Kafka, lui, il s'est pas trop pris la tête, il y a juste un offset à gérer et en plus c'est le consommateur qui le gère. Et donc voilà, donc c'est un des facteurs qui améliore la performance. Et donc oui, donc l'aspect distribué, donc ça se traduit de plusieurs façons. Donc comme une base de données, on va pouvoir partitionner un topic donné. Donc vraiment, il faut le voir comme une base de données qu'on veut sharder. Donc on est capable de découper notre fichier de log en plusieurs. Donc bien sûr aussi, on veut, comme on est dans un système distribué, ces partitions peuvent être gérées par plusieurs nœuds. Et on a la réplication pour la résilience. Donc, la réplication, c'est donc on va avoir une partition leader. Si jamais cette partition leader tombe, un des followers va reprendre. Donc il y a aussi des paramètres qu'il faut bien surveiller. Il y en a beaucoup dans Kafka, mais il y en a un vraiment qu'il faut bien surveiller, c'est le réplica lag, c'est-à-dire le décalage entre le master et les followers. Mais en tout cas, ça garantit qu'on peut reprendre rapidement sur un follower. Dans les brokers classiques, en général, en fait, c'est souvent, en fait, on fait du forward de messages d'un nœud à un autre. Et du coup, avec en rajoutant toute cette complexité d'acquittement, etc., on perd beaucoup en cohérence. C'est-à-dire que si on acquitte un message sur un nœud distant, qu'entre-temps, il y en a un nœud qui tombe au milieu, ou des choses comme ça, on peut très vite tomber dans des cas très complexes où on n'est même pas sûr finalement de ne pas perdre de message ou des choses comme ça. Là, dans un système comme Kafka, ça a plus de garanties par rapport à ça. Donc le modèle de scaling, donc c'est que donc ça peut étonner au départ quand on utilise Kafka, c'est que le principe, c'est qu'on a par partition et par groupe, on n'a qu'un consommateur. Donc, alors, un consommateur peut avoir plusieurs partitions, peut lire plusieurs partitions. Par contre, une partition au sein d'un même groupe ne peut pas avoir plusieurs consommateurs. Allez, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est un gros avantage, c'est aussi que ça permet de garantir l'ordonnancement par partition. Donc sur une partition, on est sûr de pouvoir lire les messages de manière séquentielle. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est assez difficile à garantir sur d'autres brokers. Enfin, si, on peut le faire, mais il y a d'autres techniques. Mais là, c'est vraiment natif via ce modèle-là. Donc pour illustrer ça, donc si jamais on devait rajouter un nouveau consommateur pour un troisième consommateur, il ferait rien en fait, il consommerait rien. Alors ça peut être intéressant pour faire, si jamais un des autres consommateurs tombe, il pourrait prendre le relais. Mais si on veut scaler en puissance, et souvent c'est le consommateur qui pose problème en termes de performance, donc ce qu'il faudra faire, c'est rajouter une partition. Et ça, en termes d'exploitation, c'est important, c'est-à-dire que il faut arriver à anticiper la consommation, le débit nécessaire sur la consommation pour pouvoir avoir suffisamment de partitions. On peut repartitionner un cluster Kafka après coup, mais ça peut être plus ou moins douloureux, donc il vaut mieux essayer d'anticiper, quitte à avoir plus de partitions que nécessaire au départ, pour pouvoir s'assurer un petit peu de mou pour pouvoir scaler le nombre de consommateurs. Et donc, si on veut par contre, si on veut deux groupes de consommateurs consomment les mêmes types de messages, parce que Kafka, c'est un peu justement aussi ça qui pousse, c'est les architectures lambda, où on va avoir par exemple un consommateur temps réel et un autre plus par batch ou des choses comme ça.
Donc là, on peut définir des groupes de messages qui, eux, vont consommer différemment les messages. Enfin, les mêmes messages. Donc c'est Kafka, donc ça a été beaucoup dit, c'est utilisé essentiellement beaucoup sur tout ce qui va être big data, centralisation des logs, des choses comme ça. Et du coup, j'ai décidé de présenter un autre use case qui est l'event sourcing, auquel on peut-être pense pas trop. C'est donc l'event sourcing aussi, c'est un partenaire d'architecture maintenant qui est assez à la mode. Souvent on parle d'event sourcing et CQRS. Donc le principe il est assez simple, c'est on a des objets, des domaines métiers. Normalement d'habitude ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de le calquer sur un schéma d'une base de données ou une base de données NoSQL. Et après la problématique c'est que si jamais on a besoin de requêter ce domaine-là d'une façon différente que d'habitude, avec une indexation un peu différente, on est obligé de reconstruire complètement notre base de données. Et ça peut être assez pénible. Et l'event sourcing, il part un peu du principe inverse, en se disant finalement, on va découpler complètement les écritures et les lectures, et on va on va plutôt projeter les modifications sur le domaine par des événements. On va le stocker dans ce qu'on appelle un event store, et après derrière, ça sera lu par plusieurs vues différentes. Et donc, comme ça permet d'avoir des choix d'indexation assez différentes. Donc ça c'est les principes d'event sourcing. On pourrait le faire avec une base de données, par exemple, mais donc stocker tous les événements sur une base de données, ça se fait. Par contre, un truc qu'on perd, ce qui est quand même intéressant, c'est de se dire qu'on va insérer un nouvel événement dans l'event store, c'est qu'on nous le signale et qu'on ait des listeners qui soient capables de dire tiens, j'ai un nouvel événement et mettre à jour ma vue en même temps. Du coup, Kafka peut bien se prêter à ça pour plusieurs raisons. Donc, on a vu par exemple sur l'aspect event log où ça se cale complètement par rapport à ce modèle d'event store. On peut associer du coup dans les clés quand on produit un message, on peut définir une clé qui va être utilisée pour le partitionnement. On peut s'en servir aussi comme finalement en même temps comme ID de notre objet, de notre entité. Et en plus de ça, souvent c'est la question qu'on se pose quand on fait de l'event sourcing, c'est ah ouais, mais si finalement je stocke tous mes événements jusqu'à l'infini, au bout d'un moment ça va craquer. Alors souvent quand on lit la littérature d'ailleurs, il n'y a pas grand chose, ils ne nous aident pas trop, ils nous disent il faut faire des snapshots, mais faire des snapshots c'est pas si évident que ça. Si on veut faire des snapshots d'une étude d'événements de manière distribuée, de manière consistante, c'est pas facile. Donc ce que propose Kafka, ce qu'il peut faire, c'est de faire de la compaction. C'est-à-dire qu'en gros, là je prends un exemple par exemple sur l'ID 1, 2, 3, 4, il peut dire au bout d'un moment, alors à la fois sur la durée, c'est-à-dire qu'on peut dire tu gardes tous les événements pendant 24 heures, mais au-delà, s'il y a eu des événements sur le même ID, tu peux les supprimer. Et à ce moment-là, donc ça s'appelle la log compaction, donc du coup on peut essayer de maintenir au moins une base d'événements stable en termes de taille. Donc après, ça ne se prête pas toujours à tous les métiers, mais quand ça s'y prête, du coup, nativement, on a un event store performant. Et du coup, là, pour le coup, on peut s'inscrire sur les topics et vraiment mettre à jour en direct les différentes vues. Donc voilà pour Kafka. Donc je pense qu'on a bien vu un peu la puissance qu'il peut y avoir derrière Kafka, surtout l'aspect distribué et la résilience par rapport à ça. Donc maintenant, je vous parlais encore complètement autre chose, donc de NSQ. Donc c'est peut-être celui qui est le moins connu. C'est un petit outil, c'est un petit outil de messaging en Go qu'on a commencé à utiliser chez VSCT. C'est un outil assez jeune, mais quand on a commencé à l'utiliser, à le poker, on a été assez agréablement surpris par tout l'outillage qu'il y avait, qui était vraiment, on avait tout ce qu'il fallait finalement pour bien l'exploiter. Jusqu'à maintenant, on est assez satisfait. On n'a pas encore poussé jusqu'à la production, mais on a plutôt vraiment un très bon ressenti.
Alors pour la blague, j'ai appelé ça syslog++, on va voir pourquoi, c'est sur l'aspect décentralisé. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que NSQ? Alors encore des schémas. Donc NSQ, c'est donc le principe vraiment, contrairement peut-être à RabbitMQ ou Kafka, alors là, il ne faut pas s'attendre à des grosses garanties de livraison ou des choses comme ça. Le but, c'est des processus plutôt légers et on va voir dans quelle situation ça peut être intéressant. Par contre, c'est distribué. Et ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc, le principe, c'est qu'on a le producteur qui est capable, en plus de faire soit un protocole particulier ou alors directement en HTTP, peut poster en fait un message sur un topic, qui est une entité logique. Et si des queues sont présents sur donc, alors un channel c'est simplement une queue. Donc si un channel s'inscrit sur ce topic-là, sur un démon donné NSQ, il va recevoir les événements de ce topic. Donc là, dans l'exemple que je donne, les deux queues vont recevoir les mêmes messages. Donc ensuite, un consommateur, lui, va s'inscrire à un channel et il va recevoir les messages de ce topic-là. Et si en plus de ça, s'il y a plusieurs démons NSQ qui tournent et qui sont capables de consommer ces messages-là, il va les voir de la même façon logique. C'est-à-dire que s'il s'inscrit au serveur subscribe, il va recevoir tous les événements des deux démons en même temps. En plus de ça, donc soit il y a plusieurs modes. Donc le consommateur peut donner la liste de tous les démons qu'il va consommer. Mais aussi, alors ça peut être du coup, ça peut être un peu compliqué si on a beaucoup de démons. La façon de faire, c'est d'utiliser un lookup qui connaît la topologie des différents démons. Donc le consommateur, lui, il ne connaît pas les autres démons, il va directement interroger le NSQ lookup D. Du coup, le NSQ lookup D va lui donner la liste de tous les démons qu'il a. Et il va pouvoir du coup changer sa topologie et voir interroger directement les channels qui l'intéressent. Donc ça, c'est pour les principes. Et ce qui est intéressant du coup dans ce modèle-là, c'est l'aspect complètement décentralisé de cette architecture. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on a un peu oublié dans le messaging et pourtant qui est hyper important. C'est que souvent, c'est surtout qu'on veut protéger l'écriture des messages. Là, comme on est souvent parti sur des solutions de messaging centrales, finalement, on a délocalisé le broker par rapport au producteur. Et ça ajoute pas mal de facteurs de risque. Parce que finalement, vous allez avoir le réseau, vous allez avoir peut-être le load balancing, le failover, des choses qui font que finalement, quand vous allez vouloir publier, vous allez rajouter des facteurs risques que vous ne pouvez pas y arriver pour des raisons X et Y. Donc en général, c'est quand même une bonne pratique de colocaliser le producteur avec le broker. Alors, pourquoi c'est pas le cas dans beaucoup de brokers? C'est que souvent, c'est des grosses machines et du coup, on ne veut pas les colocaliser avec une application parce que physiquement, c'est compliqué. L'avantage de NSQ, comme c'est un processus léger, ça peut se faire facilement. Donc l'idée, voilà, c'est dans les patterns que je vais vous montrer, c'est on peut pousser donc en local sur chacun des serveurs et puis les consommateurs peuvent consommer sur les autres serveurs. Donc je vais vous montrer un cas plus concret, ça sera plus parlant. C'est justement dans ce cadre-là qu'on utilise NSQD là, chez VSCD. C'est dans le cas d'un service discovery. Donc nous, chez VSCD, on a massivement du achat proxy. L'idée, c'était de pouvoir reloader en fait, les achats proxy automatiquement en fonction des back-ends qui s'inscrivent sur un service. Donc il existe déjà plein d'autres solutions. Voilà, pour des raisons X ou Y, on a choisi ce modèle-là. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir un Tomcat qui va être capable de pusher sa nouvelle IP port. Il va se déclarer en local sur son serveur. Donc un autre avantage, c'est qu'en termes d'industrialisation, ce qu'on a fait, c'est que finalement, on a dit, il suffit on a un port de défini standard qui est le même pour tout le monde. Donc finalement, il suffit de hacker le boot pour lui dire fais un curl sur le local host de tel port, et c'est tout. Au niveau du déploiement applicatif, il y a juste ça à faire. Donc il déploie en local,
le message donc, est sur le démon. On a ensuite en deux un contrôleur qui vient consommer tous ces messages-là des différents serveurs Tomcat ou autres. Il fait quelques checks, etc. Il envoie un message ensuite sur lui-même. Les achats proxy, eux, sont en écoute des messages. Enfin, là, j'en ai mis qu'un, mais on a de la redondance avec un master-slave. Mais bon, c'est plus simple comme ça. Les achats proxy donc, se mettent en écoute du contrôleur. Ils font ah bah tiens, il y a une nouvelle IP, ils font leur reload, quelques checks, etc. Et du coup, renvoient la confirmation à l'admin. Et la nouvelle configuration est confirmée. On a une base de consul où on stocke toutes ces configurations-là. Et voilà. Et donc du coup, bah, là pour le coup, NSQD vraiment correspondait vraiment très bien à notre besoin. Et pour l'instant, on est très satisfait. Et comme je vous disais, ouais, désolé. Donc en termes d'administration, ça vient avec plein de petits outils hyper intéressants qu'on veut faire. Souvent, c'est un peu le problème quand on fait du messaging ou sur un JMS, faire ça en exploitant aller consommer des films JMS quand on ne fait pas de Java, etc. C'est toujours un peu compliqué. Là, bah, c'est assez simple. Il y a donc tout un outillage. Donc on peut dumper les messages, on peut se mettre en écoute, on peut faire un du tail. Donc on peut faire du tail soit sur un topic, sur tous les topics. Enfin, on peut faire plein de choses. Donc ça, c'est livré avec. Donc c'est cool. Il y a un autre truc moi que j'aime bien, c'est que justement, donc, comme c'est un processus qui tourne sur vos serveurs, en fait, il faut, bah, vous avez envie de limiter en fait, les impacts que ça pourrait avoir du point de vue applicatif. Du coup, il y a plein d'options sur le démon pour cantonner en fait, la mémoire utilisée, pour cantonner par message, etc. Il y a un peu de compression aussi. Un truc que j'aime bien, c'est qu'il propose justement de prendre la métrique sur les percentiles, sur la latence des consommateurs. Ça, c'est des choses on voit rarement quand même proposées dans d'autres brokers. Alors après, ça a forcément des... C'est-à-dire que si on compte, par exemple, de maîtriser la mémoire, bah, fatalement, il faudra aussi être prêt à perdre des messages, à faire faire des compromis sur la résilience, ce genre de choses. Nous, on s'en sert, c'est parce que bah, c'est des messages d'inscription et le but, c'est par exemple qu'on peut les rejouer indéfiniment et après, c'est la structure logique qui va faire que on peut rejouer plusieurs fois le même message. D'ailleurs, c'est une bonne pratique en général en messaging, c'est l'idempotence. De cette manière générale, si on peut avoir en fait des messages idempotents, c'est-à-dire qu'on peut reconsommer plusieurs fois le même message, là, vous allez vous enlever vraiment plein de complexité et c'est en général préférable. Il y a une règle souvent, c'est que souvent on s'imagine qu'en messaging, on va être capable de garantir qu'un consommateur consomme un message une fois et une seule fois. Et en réalité, ça a été prouvé plusieurs fois, c'est impossible. Donc souvent, le compromis en messaging, c'est soit je le reçois au moins une fois, donc peut-être que je ne le recevrai jamais, mais au moins le broker va garantir qu'il va vous l'envoyer. Non, c'est l'inverse. Donc il va l'envoyer au moins une fois. Donc il va éventuellement réenvoyer le message si jamais il y a eu un problème, etc. Au risque peut-être d'avoir des duplicats au niveau du consommateur. Ou alors l'inverse, c'est au plus une fois et quitte peut-être à perdre des messages de temps en temps. Donc là, dans ce cas-là, c'est plutôt, on peut avoir peut-être une perte de messages de temps en temps s'il a besoin de limiter sa mémoire, par exemple. Voilà, donc ça fait partie des principes importants. Donc voilà, donc ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, ouais, c'est sur NSQ, il y a toute une IHM, une partie administration qui est vraiment bien foutue. Et voilà, donc j'espère que je vous ai convaincu. Donc voilà, bah, ce que je voulais souligner, donc c'est vraiment la richesse des architectures possibles en messaging. Donc il y a l'aspect, on a vu avec RabbitMQ, l'aspect centralisé mais proche du fonctionnel, si on l'architecture comme ça. On a le cas Kafka où c'est vraiment du descendant, c'est-à-dire que Kafka, ça va pas être, on va pas, enfin, si on a besoin de faire des échanges entre services,
en termes des queues spécifiques, etc., faire du réentrant, des choses comme ça se prête pas bien pour ça. C'est plutôt vraiment, on a des workflows, et puis après, derrière, on distribue on écrit une fois, et après, on distribue ça sur plusieurs services, et après, bah, ils font leur vie, et ils font du big data, ce genre de choses. Et du coup, l'aspect complètement décentralisé. Ah voilà, je savais bien que j'avais mis. Je l'ai pas mis au bon endroit. Désolé. Euh, donc, bah, pour finir, donc c'était, je pense, je l'ai déjà un peu souligné dans ma presse. Donc, c'est vraiment prendre comme principe que votre MOM, c'est une partie de l'application, et il faut vraiment, quand vous faites votre architecture logicielle, prendre en compte toutes les fonctionnalités que peut vous offrir le broker. Vous verrez que ça va vous simplifier souvent en fait votre application. Du coup, quand vous choisissez votre broker, regardez un peu toutes les solutions qu'il peut y avoir. Ça va peut-être, ça va peut-être du coup, enfin, vous partez pas toujours sur les mêmes solutions. Étudiez. Bon, on a vu la liste tout à l'heure, il y en a vraiment beaucoup de solutions. Et à contrario, bah, comme je disais au début de ma présentation, votre application fait partie d'un système distribué. Donc ça veut dire que bah, il faut faire attention à toutes les problématiques qu'il peut y avoir en termes de clients sur le failover, ah oui, souvent aussi ce qu'on oublie, c'est qu'au niveau des consommateurs, il y a, c'est pas, on prend un message, après on attend, on prend un autre message. C'est souvent, on va avoir du prefetching donc on va recevoir plutôt des buffers de messages. Donc ça introduit du coup quelques surprises si on ne fait pas attention, surtout sur Kafka. Donc c'est vraiment penser votre application comme faisant partie de votre MOM presque. Voilà. Euh, enfin, donc, comme vous êtes devenu passionné de messaging comme moi maintenant, donc avec un ami, François Laroche, on se lance pour se dire bah, ce serait sympa de faire un meet-up autour du messaging. Donc on n'a pas de date encore définie, ou plutôt courant juin. Mais donc j'ai mis l'URL du meet-up si les gens veulent assister ou participer, ils sont les bienvenus. Voilà, donc on a un peu de temps pour les questions du coup.